orateur est Idir Djenaoui de Strasbourg, qui va nous parler de l'application transitoire d'une pression différentielle entre les deux compartiments de l'oreille interne reproduit les symptômes d'une crise de maladie de Ménière. Bon, j'ai modifié un petit peu aussi, je suis désolé. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente l'étude que j'ai réalisée au niveau du laboratoire de biophysique neurosensorielle de Clermont-Ferrand avec le professeur Paul Avant et qui a fait l'objet de mon master. Donc le but de cette étude a été de simuler une crise de maladie de Ménière sur un modèle animal de gerbille de Mongolie et de préciser si cela est dû à un problème pressionnel ou bien un problème d'excès de volume. Alors, donc, comme introduction, donc la maladie de Ménière, c'est une maladie qui nous pose beaucoup de problèmes en ORL, mais même en médecine générale, c'est une maladie qui est très fréquente. On a 4000 nouveaux cas par an en France. L'évolution se fait sur 10 voire 30 ans, il y a une forte tendance à la bilatéralisation. Cliniquement, c'est une maladie qui évolue sur un mode chronique, qui est émaillé par des épisodes aigus qui durent quelques heures, mais toujours moins de 24 heures, associant vertige, acouphènes et surdité. Donc les patients se sentent très mal pendant ces périodes-là. Le diagnostic se fait sur la récurrence de la triade caractéristique, avec cependant une surdité plus de type perceptionnel, mais surtout sur les fréquences graves. Et sur une épreuve électrophysiologique qui est là, qui est l'électrocochléographie. Et donc l'électrocochléographie, c'est le schéma que j'ai mis sur le côté. En fait, c'est l'analyse de la réponse nerveuse du nerf auditif et de la cochlée suite à une stimulation auditive de l'oreille. On a en gros donc les deux ondes, donc le potentiel d'action, je n'arrive pas à mettre la souris. On a le potentiel d'action qui est le grand pic. Je vous remercie. Alors, donc nystagmus, je reviens juste sur le nystagmus, donc c'est ça. Donc les patients ont un nystagmus, ils ont un très grand vertige. Donc pour l'électrocochléographie, donc on a ce potentiel d'action qui est en fait la réponse neurale et donc qui est le reflet de la bonne audition du patient, et le potentiel de sommation qui est la petite onde qu'on voit qui est normalement absent ou voire très petit, qui est le reflet de la perturbation des cellules ciliées externes et qui est augmentée sur le schéma de droit, qui est augmentée chez les patients qui ont la maladie de Ménière. Alors, le traitement de cette maladie de Ménière, il est surtout destiné aux crises, il est symptomatique, il ne répond pas à un rationnel clair. Au long cours, il est destructif pour les patients qui ont trop de vertige, on leur fait une labyrinthectomie ou bien une neurotomie. Alors, se pose la question de la physiopathologie de cette maladie de Ménière et de son éthiopatogénie. Alors, le marqueur qui est considéré comme pathognomonique depuis 70 ans, ou voire même plus, c'est l'hydrops. L'hydrops veut dire inflation liquidienne ou œdème de la rampe du canal cochléaire qui est la partie qui est en bleu. Cette partie-là. Donc qui est cette partie bleue ici, voilà. Donc le problème c'est que cet hydrops en fait il est chronique, il survient sur des années et il ne rend pas compte des épisodes aigus, donc des crises vertigineuses, et cet hydrops il est présent même chez des sujets asymptomatiques et chez des sujets qui sont hors crise. Alors cela a donné à plusieurs modélisations de cette pathologie de Ménière où les auteurs ont cherché à recréer cet hydrops en bloquant l'écoulement de ce liquide bleu, donc de l'endolymphe, ou bien en injectant de l'endolymphe artificielle. Donc comme on voit sur le modèle qui est là, donc on voit que la partie bleue est bien plus importante. Alors le problème de ces modèles-là, c'est qu'il y a une grosse discordance anatomoclinique et on ne trouve pas réellement de signes auditifs importants. Alors on pense que cet hydrops est un épiphénomène chronique et que le déclenchement de la crise pourrait être dû à un autre facteur, qui n'est pas l'hydrops, et qui est probablement la surpression, ce qui a été le but de ce travail. Alors, pour bien comprendre ce travail, en fait, il est intéressant de comprendre la relation entre l'oreille interne et les liquides cérébrospinaux. Donc, sur le schéma qu'on voit là, donc, on voit la cochlée, donc le vestibule, c'est les deux. Donc la cochlée est un organe de l'audition, le vestibule organe d'équilibre. Ces deux organes, ils baignent dans les deux liquides, donc le liquide périlymphatique et le liquide blanc, et le liquide endolymphatique qui contient les cellules sensorielles. Alors, ces deux compartiments sont soumis à la pression intracrânienne de manière directe au niveau de la périlymphe par l'acte du cochléaire et de manière indirecte par l'intermédiaire du sac endolymphatique pour les liquides endolympphatiques, au niveau desquels il y a des cellules sensorielles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une augmentation de la pression intracrânienne, donc quand on éternue ou bien quand on fait une manœuvre de Valsalva? Mais il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce que les deux compartiments vont se neutraliser et en fait, il n'y a pas du tout de mouvement membranaire. Tout au plus, on peut avoir un déphasage au niveau des produits de distorsion, mais ça c'est une mesure vraiment physique et qui n'a pas d'impact sur l'audition. Par contre, alors on s'est posé la question,
si on créait en fait une fistule au niveau de ce compartiment périlymphatique, bah, qu'est-ce qui va se passer quand on augmente la pression intracrânienne? Elle va agir sur la partie bleue, qui est l'endolymphe, par l'intermédiaire du sac endolymphatique. Donc la pression au niveau de l'endolymphe va augmenter, mais elle n'est plus contrebalancée par la pression périlymphatique, donc au niveau duquel le liquide va passer par le liquide cérébrospinal et puis va fuir par la fistule. La résultante étant une augmentation progressive donc de la pression au niveau de l'endolymphe, sans injecter de liquide. Alors, donc, on a pu réaliser cette étude sur des gerbilles mongolie. Donc, elle a été positive sur 42 spécimens, en réalisant une approche crânienne postéro-supérieure. Donc, on retrouve l'oreille moyenne avec ses différentes structures, le canal semi-circulaire. Et en fait, on cathétérise la région pariétale de la gerbille. Et donc, on met en place un cathéter pour monitorer la pression intracrânienne. Alors là, on augmente la pression, il ne se passe rien du tout aux différentes mesures. Puis après cela, on remet la pression à son taux normal, on crée la fistule et on remonte la pression intracrânienne pour augmenter la pression au niveau de ce liquide, donc au niveau de l'endolymphe. Alors ce qui se passe, c'est que c'est une courbe d'électrocochléographie où on voit l'onde AP qui est ici, donc on voit la grande onde au début de la manipulation, et dès qu'on réalise la manipulation, donc dès qu'on augmente la pression intracrânienne et puis qu'on crée la fistule, ce qui se passe, c'est qu'on va noter petit à petit au fil du temps un aplatissement de cette onde AP, puis un décalage en latence. Ça, c'est synonyme de surdité pour la gerbille. Puis on a l'apparition de cette onde SP qui est très caractéristique de la maladie de Ménière. À partir de ce moment, on rabaisse les pressions intracrâniennes. Ce qui se passe, c'est le contraire, c'est que cette onde AP va revenir à son aspect normal et le SP va disparaître. Donc ce qui est intéressant, c'est la réversibilité, c'est ce qu'on trouve lors des maladies ménières. En fait, c'est des crises qui partent, donc ça dure quelques heures, ça part et ça revient. Donc là, c'est un but statistique, en fait, on montre que le potentiel de sommation sur potentiel d'action est très... Donc il augmente lors de l'hyperpression et après, il se rabaisse. Même chose que la latence de l'onde AP qui va se décaler et qui est synonyme de surdité. Alors, on a pu faire des audiogrammes chez ces gerbilles-là. Donc, en haut, on a les fréquences, donc on parle des fréquences graves aux fréquences aiguës. Ça, c'est les pertes en décibels. En vert, c'est la courbe de départ. Alors, quand on réalise notre manœuvre, ce qui se passe, c'est qu'on a une altération des seuils sur toutes les fréquences, mais plus importante sur les fréquences graves. Au bout de 30 à 40 minutes, quand on rabaisse la pression, ce qui se passe, c'est qu'on a un retour progressif des seuils. Alors, j'hésite un petit peu à mettre cette diapo parce qu'elle n'est pas très visible. Mais en fait, on a réalisé également des produits de distorsion. Le but de ces produits de distorsion, c'est d'avoir à un temps T le reflet en fait, de l'activité électrique de l'oreille interne sur plusieurs niveaux, donc de la base vers l'apex. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait une altération de l'activité au niveau des endroits où l'organe était le plus distensible. Et donc ces endroits-là sont situés au niveau de l'apex, et c'est l'apex qui code pour les fréquences graves. Et donc, c'est tout à fait corrélé. Après, donc, quatrième paramètre, donc, on a pu enregistrer l'œil de la gerbille, et lorsqu'on réalise la manœuvre, on a un nystagmus qui bat, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, du côté gauche, par rapport à l'oreille lésée, donc qui est destructif. On a pu, a posteriori, réaliser un enregistrement du mouvement de l'œil grâce à une vidéonystagmographie. Alors, le nystagmus, il n'est pas régulier parce qu'on utilise la kétamine. Le problème de la kétamine, c'est qu'elle va inhiber les réflexes cochléo-vestibulaires et elle va donner des réponses un petit peu déstructurées. C'est pour ça qu'on a une réponse qui n'est pas régulière. Voilà, donc pour conclure, donc la perturbation pressionnelle engendrée au niveau de l'oreille interne va créer une crise de Ménière typique. Cette crise, elle est due au changement de la mécanotransduction des cellules ciliées labyrinthiques. En fait, ce qui se passe, c'est que la cellule ciliée externe, elle est ici, comme on le voit bien, elle est reliée à la membrane pectorale, dans le compartiment endolymphatique. Et en fait, en position de repos, elle va être en position prémédiane. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que, en fait, c'est à cette position que la cellule est le plus excitable possible. Donc, quand elle est stimulée, elle va bouger de manière symétrique. Donc, elle va amplifier le plus la réponse sonore, elle va donner de bons signaux sonores. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une hyperpression, ces stéréocytes vont se défléchir. Et donc la cellule n'a plus sa réponse normale, donc elle va créer un acouphène, donc il y a un acouphène qui va être généré, et du coup la cellule ne répond plus de manière normale, et c'est ce qui va générer la surdité pendant les quelques heures de l'hyperpression. Au niveau du vestibule, c'est la même chose, donc la cellule est tendue donc des deux côtés, donc lorsqu'on a une hyperpression du côté pathologique, elle va
donc d'abord que ça va se défléchir, côté normal, donc elle est en position normale, donc on va avoir un déséquilibre entre les deux vestibules, et ce qui va générer le nystagmus que je vous ai montré tout à l'heure. Alors l'intérêt de ce modèle, c'est que c'est le premier modèle animal qui est entièrement représentatif de la crise de maladie de Ménière, que ce soit dans sa chronologie, ça dure quelques heures, que dans sa répétition. En effet, on a pu le répéter plusieurs fois chez le même animal, ça a même pris des fois 10 voire 11 heures, et dans sa chronologie, et voilà, et donc du coup dans sa répétition. Alors, le fait important aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'hydrox, on n'a pas injecté de liquide, il y a eu vraiment une augmentation pressionnelle stricte, et ça casse un petit peu les dogmes qu'on a de la maladie de Ménière, où on a vraiment une augmentation du volume. Donc le but est d'utiliser a posteriori des thérapeutiques à visée décompressive, et cela va donner suite à une thèse que je vais débuter, où je vais essayer de mesurer vraiment les pressions au niveau des compartiments endolymphatiques et périlymphatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai pas une grande expérience des petites bêtes, mais pourquoi vous avez choisi celle-là? Parce que c'est un animal qui se laisse faire très facilement déjà. C'est un animal en fait qui mange pas beaucoup, qui vit très facilement en communauté et qui est très malléable. Qui est très malléable, pardon. Oui. Oui, intervenir. Est-ce que... Oui. Oui, juste un point de physiopathologie, parce que finalement, en dehors du Ménière, c'est ce qu'on observe dans les états d'hypertension intravénienne chez les patients, finalement. Oui, en fait, alors, dans les états d'hyperpression, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de fissule, donc ça va augmenter au niveau des deux rampes. Donc il ne va rien se passer. C'est comme lorsqu'on éternue, ou lorsqu'on fait un valsalva, il ne se passe rien du tout. Parce que les deux compartiments sont toujours en équipression. Par contre, quand un compartiment va fuiter, ce qui va se passer, c'est qu'il y a l'autre compartiment qui va prendre le dessus, et c'est là qu'on a tous les signes. Le vertige, c'est décrit, par exemple, pour les patients qui ont eu des fuites de liquide cérébrospinal. Voilà, donc on a des symptomatologies qui minent un petit peu la maladie de Ménière. Et c'est un petit peu grâce à cette physiopathologie d'hyperpression et pas d'hydrops, parce que jusqu'à maintenant c'était que l'hydrops, et l'hydrops c'est juste une inflation boulimique, mais pas forcément avec hyperpression. Merci pour cette présentation. Ce que je trouve très bien, c'est que c'est une maladie pas grave, mais qui est emmerdante. Ah oui, énormément. Mais en général, on dit, bon, on ne fait pas de recherche là-dessus, parce qu'on n'en meurt pas. Hein, c'est pas important. Et donc, moi, je trouve ça très bien d'avoir une élaboration aussi importante de cette Alors, il y a eu beaucoup de recherches. En fait, il y a eu beaucoup de recherches, et en fait, c'est depuis les années 60. Il y a eu le premier modèle, c'est le modèle de Kimura, c'est celui que vous avez montré. Du coup, après, ça a été le modèle le plus repris, donc c'est celui-là. Mais en fait, il ne donne pas de résultats réels. Il y a des gens qui ont trouvé que ça donne, des gens qui ont trouvé que ça ne donnait pas. Et donc, du coup, il a été un petit peu laissé tomber. Après, on a injecté de l'endolymphe. Quand on injecte de l'endolymphe, en fait, on a juste quelques petites perturbations, mais qui sont très brèves, mais qui sont très fugaces. Ça dure que quelques secondes, après ça disparaît. Et vous avez l'espoir de guérir la maladie de Ménière? Ah, ça, je pense pas. Mais bon, après, tout est possible, mais après, il faut continuer à chercher dans ce domaine-là pour savoir ce qu'il est possible de faire. Eh bien, merci Catherine.